Et maintenant commence la deuxième partie avec les questions des internautes où on va pouvoir approfondir certains aspects. Alors aussi, on ne peut pas faire durer ça 3 heures. La première question que je vous poserai, Joar, c'est Guy qui demande: qu'est-ce que l'inconscient pour vous? Alors, tout à l'heure, on avait parlé du conscient. Qu'est-ce que le conscient? On a dit on ne peut pas le définir. Alors, qu'est-ce que l'inconscient? Est-ce qu'on peut le définir? L'inconscient, par définition, hein, là, je vais dire une palissade, c'est ce qui n'est pas conscient, évidemment, hein, qui n'est pas conscient dans l'état vigile habituel. Qui peut se manifester, c'est-à-dire l'inconscient, c'est aussi toutes les choses qu'on a oubliées, refoulées, censurées, tout ce qui nous constitue, le nombre d'informations absolument incroyables qui sont à l'intérieur de nous et d'expériences. Mais cet inconscient se manifeste à travers ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir les rêves, les lapsus, et c'est comme ça qu'on peut entendre quelque chose de l'inconscient, et qu'on peut voir quelque chose de l'inconscient. Donc c'est par définition ce qui n'est pas conscient, mais sur lequel on doit travailler pour que ça devienne le plus conscient possible, hein, d'où cette expression de prise de conscience Voilà. en analyse. Alors ça, c'est une chose, mais de quoi est constitué l'inconscient? Parce que si je prends la psychanalyse freudienne, même jungienne, qui est beaucoup plus large que la freudienne, et le transpersonnel, vous avez quand même trois visions, on va dire, trois cartographies de la psyché absolument phénoménalement différentes. Oui, mais qui s'intègrent les unes aux autres. Les unes aux autres. Les unes aux autres. C'est-à-dire l'inconscient freudien, c'est un inconscient. Oui, pardon. Non. Donc l'inconscient freudien, c'est... L'inconscient freudien, on dit ça aussi que c'est un inconscient pulsionnel, hein, c'est-à-dire c'est l'effet, elle a été constituée par l'effet du refoulement, hein, du premier refoulement, ce qu'on appelle le refoulement originaire, c'est-à-dire le premier refoulement dans l'histoire de notre vie, et qui est constitué par un certain nombre de choses qui sont, alors j'aime pas le mot de négatif parce que ça voudrait dire qu'il y a du positif et du négatif, mais qui sont des motions qui ne peuvent pas accéder, qui ne peuvent pas rester dans le champ de notre conscience et que l'on est obligé pour vivre de refouler dans cette instance qu'on appelle inconscient. Ça, c'est l'aspect freudien, mais ça concerne beaucoup le biographique. Voilà, c'est ça, c'est tout le domaine, ce qu'on refoule de la vie de tous les jours. De la vie depuis notre conception, hein, jusqu'à maintenant. Voilà. Mais surtout, chez Freud, depuis après la naissance, beaucoup. Hein. Voilà. L'inconscient jungien rajoute une interface à cet inconscient freudien, rajoute l'interface qui est l'inconscient collectif, c'est-à-dire la possibilité à certains moments que se lève cette barrière, ce filtre que nous avons dans l'état habituel entre notre inconscient personnel et l'inconscient collectif, et à certains moments se lève ce filtre pour nous faire accéder à tout ce bagage de mythes, d'archétypes, hein, tout ce que Jung a décrit sous le terme d'inconscient collectif. Quand on rajoute et qu'on ouvre davantage le transpersonnel, on a évoqué tout à l'heure, va permettre d'accéder à un inconscient qui va accéder non seulement, qui va constituer et accéder non seulement à tout ce qu'il en est du transgénérationnel, tout ce qui constitue nos ancêtres, hein, c'est-à-dire l'inconscient, on appelle ça l'inconscient transgénérationnel, mais également l'inconscient et toutes les informations qui constituent l'humanité. Et c'est pour ça que dans ces états-là, on peut avoir accès à des choses, à des informations qui, pour certains, comme Groff, relèvent de vie antérieure, mais qui peuvent aussi relever d'informations que je peux ramasser dans certains états. Donc c'est en fait une ouverture de plus en plus grande, puisqu'on parlait d'ouverture du champ de conscience, ça c'est l'ouverture de plus en plus grande du concept d'inconscient, partie de l'inconscient freudien jusqu'à l'inconscient transpersonnel, et qui en fait nous constitue tous. Il n'y a pas de séparation, c'est pas l'un ou l'autre. D'accord. Et l'âme dans tout ça? L'âme, c'est aussi une autre façon de... on pourrait en parler longtemps de l'âme, mais c'est quelque chose qui nous mobilise, hein, c'est quelque chose qui nous anime de l'intérieur, et qui fait que, alors après, tout dépend des positions et des croyances de chacun. Est-ce que c'est une âme simplement parce que c'est l'âme qui me constitue en tant qu'être vivant, ou c'est une âme qui va peut-être exister après moi, enfin, juste après la mort de mon corps? Ça, c'est un point d'interrogation.
Oui, Mais parce que justement, quelqu'un qui n'a pas donné son prénom, qui demande si vous avez été familiarisé avec le travail sur les émotions, pardon, de certaines penseurs hindous comme Swami Prajnanpad, diffusé oui, par Arnaud oui, Desjardins, et les Laïns de Denise Desjardins d'ailleurs. oui, oui, absolument. Mais ce n'est pas quelque chose que je pratique, mais c'est quelque chose effectivement que j'ai rencontré, le lying de Denise Desjardins. Et Donc j'ai des patients, par exemple, qui ont fait ce parcours. Et c'est aussi une des choses importantes de l'ouverture que nous avons et que nous présentons dans cet ouvrage. C'est que le fait d'être ouvert et de penser les choses de cette façon, depuis l'inconscient freudien jusqu'à l'inconscient transpersonnel, il y a un certain nombre d'autres choses, c'est que les patients que nous avons peuvent aussi se permettre d'avoir d'autres approches, de voir d'autres personnes. Par exemple, pourquoi pas de faire du lying, mais qui n'est pas incompatible avec l'approche qu'on peut proposer ici. Sophie Même si moi je suis pas. oui. Et Sophie demande si l'âme est personnelle ou transpersonnelle. Grande question là. Les deux. Je voudrais vous répondre les deux. Les deux. Elle est à la fois personnelle puisque c'est une signature personnelle, mais elle est aussi transpersonnelle puisque c'est celle-là qui va, selon l'exemple que vous donniez tout à l'heure, c'est celle-là qui va me permettre aussi de voyager dans ces contrées, dans ces espaces différents, hein, et qui va ramener des informations. Donc elle est personnelle et transpersonnelle. Oui, et puis c'est l'une des grandes questions face à la mort. Hein, c'est savoir est-ce qu'on garde son individualité, est-ce qu'on reste intégralement soi, ou est-ce que notre soi, si on prend le soi jungien, est celui qui va rester ou qui va se dissoudre. Ça, c'est une grande question. Alors, peut-on répondre à cette question? Je ne crois pas. En tout cas, moi, je ne peux pas y répondre. Et tant qu'on est dans les définitions, il y a Georges qui demande qui dit que j'ai fait un distinguo entre le corps et l'esprit, mais est-ce que je ne pense pas plutôt au mental? Pouvez-vous indiquer la distinction selon vous entre corps, mental, âme et esprit? Je prends premier. Moi, je suis dans la fusion. Pour moi, il y a des fonctions, mais pour ma vision à moi, la fusion entre le corps, le mental, l'esprit et l'âme, on va dire, hein, est totale. Je veux dire, après, ce sont des fonctions, hein, des définitions différentes. Mais pour Johar, alors bon, peut-être que dans les pratiques analytiques ou transpersonnelles, il y a des définitions. Alors le problème aussi que je peux souligner, c'est que beaucoup d'auteurs, même de la même obédience, on va dire psychologie jungienne ou psychanalyse jungienne ou psychologie transpersonnelle ou pratique transpersonnelle, ont parfois des mots différents pour les mêmes choses. Ça, il faut le savoir. C'est pas facile. Pour les journalistes en psycho, c'est parfois un tour de force de pouvoir s'y retrouver entre les discours de chacun pour dire les mêmes choses. Mais pour dire les mêmes choses, mais aussi ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que pour certaines choses, c'est difficile de donner une définition univoque. C'est pour ça qu'on a plusieurs définitions pour le même mot. Mais en ce qui concerne le mental, c'est quelque chose, effectivement, qui concerne tous les processus de mentalisation. L'esprit, c'est ce qui m'anime, c'est un autre mot pour dire la vie psychique, par exemple. On pourrait la désigner par l'esprit. Le mental, ça me permet aussi de rajouter quelque chose parce que c'est vraiment important. Par rapport à ces histoires d'émotions dont on parlait tout à l'heure, c'est que le mental actuellement, vous, Eric, vous connaissez ça depuis longtemps puisque vous avez présenté la psychologie et vous avez fait suffisamment d'articles là-dessus, c'est que j'insiste sur le fait que le mental, c'est quelque chose d'important. Le mental, c'est ce qui nous permet aussi, on dit mentaliser les choses. Hein, si je mentalise pas les choses, ça va. Donc, alors qu'on assiste aujourd'hui à des choses, à des approches où on dit qu'il faut exprimer, mais le mental est à exclure. Hein, il faut barrer le mental. Donc, je ne sais pas si votre auditeur, c'est la question qui est sous-jacente, mais la question qui est, c'est que je suis fait d'un corps, je suis fait d'un esprit, je suis fait d'un mental, je suis fait d'un fonctionnement mental qui me permet de rendre intelligibles les choses. On ne peut pas s'en passer, hein, de rendre les choses intelligibles.
Il ne s'agit pas simplement d'exprimer. On est obligé de rendre les choses intelligibles. Et c'est notre fonctionnement mental qui le permet. Les fonctions cognitives, par exemple, d'intelligibilité, qui permettent ça. Il y a une chose que je fais de temps en temps, comme journaliste, pour essayer de mieux comprendre, c'est que une fois par an, c'est pas un rituel, mais je le fais régulièrement parce que je suis obligé de travailler en tant que journaliste sur les mots. Je prends mon carnet et je mets qu'est-ce que mon corps, qu'est-ce que mon esprit, qu'est-ce que mon mental, qu'est-ce que mon âme, et j'essaie de voir comment ma définition évolue au fur et à mesure des années. Donc, et c'est vrai avec l'âge aussi passant, c'est un truc qu'on dit peu. C'est que on change on dit on vieillit, on a un rapport différent au corps, mais on ne définit jamais les rapports et au corps et à l'âme et à l'esprit et au mental. On ne fait jamais l'articulation entre ces quatre pôles importants de la vie, qui finalement au bout du compte sont un. Si on prend les écoles, disons, plus spirituelles, transpersonnelles, finalement, on est dans le sentiment noétique. Alors, d'autres questions. Voilà, c'est Louis qui demande, vous avez parlé de Joard de liquide amniotique. Et se relier au liquide amniotique, renouer au contact de Dame Nature, n'est-ce pas un peu New Age? Et comment être sûr que ces perceptions soient fiables et non pas délirantes? Et c'est important, parce que ça, vous devez connaître ça dans votre pratique clinique tous les jours. Donc, effectivement, si c'est extrait d'une situation clinique, on peut faire dire n'importe quoi. Quand je parle de liquide amniotique ou d'expérience périnatale, c'est en fonction des expériences des sujets, de ce que les sujets vont retrouver et qu'ils vont ensuite tester dans la réalité. Là, ils vont demander, ils vont savoir des informations qu'ils n'ont jamais eues en direct dans leur histoire. Tout simplement parce que si on met son enfant au monde de façon et qu'il survit, on ne va pas lui raconter qu'il a failli mourir à un moment donné ou qu'il s'est passé telle chose à 5 mois de gestation. Donc, c'est New Age si on dit simplement, effectivement, c'est peut-être aussi les limites d'un direct comme ça, si on dit effectivement le liquide amniotique renvoie, ou les thèmes écologiques peuvent renvoyer au liquide amniotique. Mais dans les expériences holotropiques, il y a des revécus, et suffisamment de revécus, que ce soit chez nous, que ce soit avec Grof et d'autres personnes qui font ce travail, suffisamment de revécus où les personnes ont vécu, revécu, avec toutes les sensations, les sentiments, les ressentis, ce qui se passait à un moment donné de leur vie fétale. Par exemple, lorsque la mère, et ça arrive, quand on est enceinte, on est dans la vie, on ne peut pas faire autrement, donc que la mère, par exemple, à un moment donné, a pu avoir soit une maladie réelle, une intoxication, soit un deuil important, soit quelque chose qui a marqué de façon dramatique la mère. Eh bien, comme elle partage un champ psychique commun avec son fœtus, ça va impacter aussi le fœtus. Et les revécus, par exemple, dans ces cas-là, c'est des revécus de trahison, de liquide amniotique qui ne soutient plus, et des revécus dans les séances, ça va être de mers polluées, de choses qui aggravent, auxquelles on ne peut pas faire confiance. Donc, il faudrait du temps pour pouvoir effectivement exposer des cas pour comprendre. Et c'est ni New Age quand c'est utilisé d'une certaine façon, et ceci dit, le New Age a un côté positif, il y a un côté effectivement qu'il ne faut pas retenir, mais il y a un côté très important, notamment la réintroduction du corps réel dans le champ de la thérapie, qu'on le doit quand même à ces approches New Age. Donc, l'idée, c'est ce qu'on avance dans notre livre, c'est fondé sur la pratique clinique et sur les récits et les revécus des personnes qui font ce travail. C'est pas quelque chose qui est exclu comme ça, ou qui est extrait d'un discours qui ne repose sur rien. Oui, alors, donc je comprends la question de l'auditeur. Oui, c'est important. Et dans le même style, donc Catherine demande comment pouvez-vous être certaine qu'en état de conscience modifié
ou état de conscience non ordinaire, on n'entre pas dans l'autosuggestion ou bien le bas astral. Donc là, Bon, je laisserai deux domaines différents. Je laisserai le bas astral de côté, mais comment on peut être certain, c'est-à-dire tous les cas cliniques que nous présentons encore une fois, tous les phénomènes qui ont été revécus ont été des phénomènes qui ont été testés, qui ont été retrouvés après enquête par les personnes qui ont vécu ça. Comment on peut pas être... Si c'est de l'autosuggestion, ça dépasse... non, je veux dire ça autrement. L'autosuggestion, elle est balayée par l'entrée en état de conscience. Lorsqu'on élargit son champ de conscience, on n'est plus du tout au niveau de l'autosuggestion. On est au niveau de l'ouverture des portes de son inconscient, ce qui permet à son inconscient de mettre à jour, un peu comme de révéler, comme dans un bac de révélateur photo, de révéler ce qui doit m'être révélé ce jour-là, ni plus ni moins. Parce que j'en ai dramatiquement besoin pour mon évolution. Donc, il y a une espèce de processus autorégulé qui rend d'ailleurs le travail de respiration holotropique tout à fait sécure et sûr. Il y a un processus autorégulé, je ne pourrais pas vivre et mettre à jour quelque chose qui me dépasse à ce moment-là. Donc, l'autosuggestion, elle est à un niveau beaucoup moins élargi au niveau de conscience que les états de conscience transpersonnelle. Je ne sais pas si j'ai répondu. Voilà. Oui. Mais c'est là tout à l'heure que je disais, c'est important d'articuler les niveaux de la conscience et de l'inconscient en partant du verbal, l'état d'hypnose, l'état d'auto-hypnose, et jusqu'où peut-on aller. Ça, c'est un peu difficile à concevoir. C'est par exemple, je vous dirais, quand on rêve, on est dans un état non ordinaire de conscience. Oui, c'est un des premiers niveaux. Alors, c'est un des premiers niveaux par rapport à l'hypnose. Est-ce que c'est plus fort, on va dire, pour l'ouverture de la conscience que l'hypnose, ou est-ce que c'est moins fort? Alors, j'ai envie de faire référence à un schéma que j'avais reproduit et sur lequel j'avais travaillé, qui est le schéma d'Hubert Larcher, qui a vraiment posé les 10 états de conscience, enfin on en a rajouté 2, 10 états de conscience, et qui montre bien que l'état de conscience, qu'est-ce que c'est? L'état de conscience, c'est que plus je désinvestis mon corps, ou je change la relation à mon corps, plus ma conscience va s'élargir, plus mon champ de conscience va s'élargir jusqu'aux états de conscience les plus élevés. Il y a effectivement une gradation entre par exemple, on parle d'une transcommune quotidienne. Qu'est-ce que c'est que la transcommune quotidienne? C'est quelque chose de basique dont tout le monde a fait l'expérience, ou presque tout le monde en tout cas, d'être par exemple, on dit être ici et ailleurs en même temps. Être ici, par exemple, on l'a vu souvent, dans le métro, quelqu'un qui a les yeux dans le vague, qui a l'air d'être vraiment ailleurs, et qui tout à coup se réveille et bondit parce que quelque chose lui a dit c'est la station. Donc il était en état, ce qu'on appelle la transcommune quotidienne, c'est-à-dire quelque chose qui nous est nécessaire et dans lequel on entre très régulièrement, toutes les heures et demie. Lorsqu'on entre dans le rêve, c'est un état un peu plus modifié que cela. Et lorsqu'on entre en état d'hypnose, c'est plus modifié que cela. Donc il y a une échelle, on ne peut pas la montrer à l'écran, mais il y a une échelle des états de conscience qui fait qu'effectivement, ça va de l'état vigile, c'est-à-dire le moins modifié, ou le vigile, jusqu'à l'état le plus élevé, qui est la béatitude dans le schéma de Larcher. Mais il y a une image que prend Grof, dont on parle souvent, c'est l'image de la rue. Quand on se promène dans la rue, on est au premier étage. Et plus on monte d'étages dans un immeuble, plus on voit loin. Voilà. Et si on est sur le dernier étage, sur le toit de l'immeuble, du 10e étage, on voit tout l'horizon. Donc, pour avoir l'idée de la différence de profondeur d'état de conscience, c'est en fait peut-être une question de hauteur aussi d'état de conscience. Et de profondeur. Voilà. Et de profondeur. Parce que ça peut être aussi un bathyscaphe qui descend dans les profondeurs de nous-mêmes. Et justement, quelqu'un vous demande, nous demande en quoi la respiration holotropique, d'abord à quel niveau amène ce travail de respiration qui a été inventé et créé par Grof, Stan Grof, il faut le rappeler. En quoi la respiration holotropique peut-elle résoudre, selon vous, un problème individuel?
Alors, en quoi elle peut résoudre? En général, c'est qu'on est dans un groupe, mais on est un individu dans le groupe, même si on est porté par le groupe. C'est le propre de la respiration holotropique, c'est d'avoir réintroduit ce qui se fait dans toutes les traditions, à savoir l'importance du groupe dans la transe, dans la transe qu'elle soit chamanique ou autre. Donc, en quoi ça résout un problème individuel? Ça résout un problème individuel parce que le fait d'entrer dans ces états-là va permettre d'aller chercher les racines. Moi, je dis souvent, ça fait rire d'ailleurs souvent quand je le présente là, je dis souvent les racines des racines des racines de la problématique. Alors, si c'est les racines des racines des racines, il est évident qu'on ne peut pas les atteindre dans cet état. Mais ces racines des racines de la problématique, lorsque l'on propose, lorsque l'on pose, lorsque l'on donne l'espace suffisant et l'espace adéquat pour que la modification de l'état de conscience, ça veut dire quoi la modification de l'état de conscience? C'est que je change, ma conscience change de référentiel, elle n'est plus soumise aux données de spatio-temporelles habituelles, ni à la logique habituelle. C'est ça le changement d'état de conscience. Donc lorsqu'on donne un cadre sécure pour que grâce à l'hyperventilation, grâce aux musiques qui constituent quand même ce travail de respiration holotropique, il y ait un changement d'état de conscience, c'est-à-dire que mon inconscient peut s'ouvrir à ce moment-là, et c'est lui qui va mettre à jour ce qu'il doit mettre à jour de ma problématique à moi, mais aidé par ce qu'on appelle en psy l'appareil psychique groupal du groupe qui respire en même temps que moi. Donc c'est comme ça que ça. Et Olivier demande justement en session de respiration holotropique comment se préserver de ne pas se faire contaminer par les problèmes des autres, âmes de groupe ou égrégores. Alors, depuis le temps que nous faisons ce travail et que cette question s'est jamais posée, par contre, il peut y avoir une identité de thématique, une thématique identique, mais ce qui est d'extraordinaire dans cette entrée dans l'état de conscience non ordinaire, c'est que le sujet est à la fois connecté avec l'ensemble du groupe, mais qu'en même temps, c'est sa problématique à lui qui est en jeu. Sa problématique peut être mise à jour, peut être travaillée, portée par le groupe, aidée par l'appareil psychique groupal, mais sa problématique à lui va être travaillée. Donc il y a de contamination, enfin je dirais jamais les choses de façon en parlant de contamination ou de protection. Mais on peut parler parfois d'interaction. Il peut y avoir des interactions, il peut y avoir aussi des thématiques identiques. C'est-à-dire les gens s'inscrivent en général sans trop savoir qu'ils s'inscrivent au même groupe, et il peut y avoir une même thématique qui va se dégager, et ça n'a rien à voir avec une contamination. Ça a à voir avec, comme si l'appareil psychique groupal venait de chaque individu se cohérer pour ce groupe-là pour travailler une thématique identique. C'est assez fascinant d'ailleurs. Oui. Il y avait Olivier demande pourquoi, parce que tout à l'heure nous avons parlé de vos groupes d'entraînement à la télépathie que vous animez au sein de l'Institut des champs limites de la psyché à Paris, qui avait été créé par Marcotte. Et avant Marcotte par Barcolier. Par Barcolier. Alimi. Oui, Alimi. Et donc on lui demande pourquoi la parapsychologie, donc sous-entendu, si vous l'abordez dans les pratiques thérapeutiques, est-elle considérée comme marginale en France en comparaison avec nos voisins belges, allemands et suisses? Pourquoi? C'est une vaste question, et donc il va demander une vaste réponse. Ça, c'est bien la grande question de ce qui se passe de l'histoire de la parapsychologie en France. Alors là, je le renvoie à l'Institut Métapsychique International, où il pourra trouver des tas d'informations. C'est institutmétapsychique.org, où il pourra trouver toutes ces informations sur l'histoire, sur l'historique, sur l'histoire de la parapsychologie en France, qu'on appelait et qu'on appelle toujours la métapsychique, par rapport à la parapsychologie qui est un terme anglais. Donc en fait, ça concerne l'histoire des mentalités en France et l'histoire de la philosophie en France, l'histoire de la place des sciences. Et je le renvoie aussi au livre de Bertrand Meust, qui sur somnambulisme et médiumnité, qui traite très bien de ce sujet. Oui, et moi je vous poserai une question. Vous avez beaucoup parlé de Stan Grof. Est-ce que vous auriez un livre
à conseiller pour découvrir le fondement du travail de Groff et son approche sur de la psychologie transpersonnelle? Alors, il y a deux approches. Sa première approche qui était le travail sur l'accompagnement des mourants, à l'époque où il utilisait le LSD, donc c'est l'homme à je ne me souviens plus du titre là tout d'un coup, mais ça va me revenir. Et puis il y a aussi les nouvelles dimensions de la conscience. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important, les nouvelles dimensions de la conscience, où il met vraiment de façon extrêmement claire, extrêmement didactique, ce qu'il en est de ses découvertes à partir du LSD et son arrivée, sa création avec Christina Groff de la respiration holotropique. Donc, une nouvelle dimension de la conscience me semble l'ouvrage important. Et l'autre, c'est l'homme à la rencontre de la mort. Oui. Voilà. Elodie demande sur quelle problématique la psychanalyse n'est pas adaptée, selon vous? Elle n'est pas adaptée lorsque l'origine de la souffrance, je l'ai un peu dit tout à l'heure, peut-être rapidement, lorsque l'origine de la souffrance a ses racines dans notre vie archaïque, c'est-à-dire dans les fondations de les fondements de notre vie, lorsque ce qui traite du langage, des rêves, etc., n'est pas à même, n'est pas à même de contacter ces matériaux. Lorsque les matériaux, peut-être si je prends une autre image, lorsque les matériaux sont trop anciens dans mon histoire pour pouvoir être abordés ou ramenés par la parole, ni même par le rêve, ni même par les lapsus. Voilà, dans ces cas-là. Donc c'est un peu large, hein, dans ces cas-là, la psychanalyse n'est pas adaptée. Elle n'est pas adaptée non plus à ce qu'on appelle aujourd'hui les problématiques, les pathologies limites, on appelle limites, grâce à Internet, aux changements dans les sociétés, aux adolescents, à cette difficulté de rétention, cette difficulté de pensée. Donc c'est vrai que la psychanalyse implique quand même un minimum de rétention, de pensée, de se souvenir de ses rêves, un minimum de connexion avec son monde intérieur, et un minimum d'intériorité. Donc si on n'a pas cette intériorité et qu'on dit, bon ben voilà, je vous propose une analyse, en fait on va à un blocage certain et même une possibilité d'avancer. Il faut un minimum de capacité de rétention, de capacité de penser, de capacité d'associer, donc d'avoir un imaginaire. Parfois, il y a des gens qui ont un imaginaire complètement bloqué, et on a l'impression qu'il n'existe pas. C'est difficile de proposer une analyse. Il faut passer par autre chose. Justement, quelqu'un demande... alors, passer par autre chose, comment fait-on? Alors, tout à l'heure, on a évoqué, enfin, moi, j'avais parlé de psychothérapie intégrative, hein, qui sont très à la mode. Enfin, le terme est très à la mode. Donc, cette personne demande ce que ça signifie, psychothérapie intégrative, et peut-être vous pouvez dire deux mots sur justement la psychanalyse n'est peut-être pas adaptée à mon cas. Comment dois-je faire pour savoir quelle est la thérapie qui sera adaptée à moi? Est-ce que je suis bonne ou bon? Alors voilà, donc la psychothérapie intégrative, comme son nom l'indique, intègre à la fois d'autres approches, intègre aussi des dimensions différentes, hein, considère les différents niveaux de l'être comme importants. Ce qui est important dans une approche, pour répondre à la question de cette auditrice, la consultation est importante. Lorsque quelqu'un vient nous voir, on est face à quelqu'un qui va nous transmettre consciemment et inconsciemment une foule d'informations. Et ces informations sont très importantes, des informations qu'on va laisser travailler en nous pour décider ensemble de la meilleure approche. Donc c'est dans cette consultation ou ces consultations préliminaires, il peut y en avoir plusieurs, qui vont nous permettre de tester, parce qu'il y a des gens par exemple qui viennent qui disent je veux une psychanalyse. Alors, parfois c'est possible et parfois on dit non, parce que la personne, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, s'il n'y a pas un matériel adéquat, s'il n'y a pas une possibilité de se souvenir, s'il n'y a pas une possibilité d'associer, on peut toujours attendre 10 ans avant que quelque chose se déclenche. Donc dans ces consultations préliminaires, on décide ensemble, en fonction de ces informations que je vais recevoir, que je vais traiter en moi, en fonction aussi du type de souffrance et de problématique que le sujet va amener et que je vais laisser travailler en moi et que je vais ressentir à l'intérieur de moi, décider de la meilleure approche, ensemble, avec la personne qui vient me voir.
Et avec un peu d'intuition, non? Absolument, avec un peu d'intuition, Perception avec un peu de de- réflexion, un peu de travail conscient et inconscient, et avec même beaucoup d'intuition au bout d'un travail de plusieurs années. Donc c'est comme donc, ça que se décident les choses. et moi, je voudrais rajouter que sur les psychothérapies intégratives, ce n'est pas un chemin, c'est pas un processus, c'est une multiplicité de. C'est ça Mmh. qui est merveilleux. Mmh. De Mmh. processus, de choix de différentes thérapies ou même de différents thérapeutes, Mmh. hein, qui ont chacun leur spécificité, euh, pour effectuer un processus personnel. Hein, c'est pas obligé de commencer par l'hypnose ou par Mmh. l'analyse verbale, Mmh. quelle qu'elle soit, la- ou faire du développement personnel. Les chemins sont très différents, mais effectivement, c'est très bien de pouvoir balayer large. Et en France, on n'a pas encore beaucoup de thérapeutes qui Mmh. sont au fait Mmh. avec assez de techniques Mmh. différentes pour pouvoir les proposer à différents niveaux pour différentes personnes. En parlant des techniques, c'est Paul qui pose la question, est-ce que vous tenez compte de l'astrologie, ou de l'astrologie karmique apparemment aussi, dans votre pratique? Pas dans ma pratique, mais les personnes peuvent en parler, mais pas dans ma pratique. Si les gens vont voir un astrologue, s'ils veulent voir un astrologue, je ne tiens pas directement compte dans ma pratique, même si j'ai une ouverture, je peux comprendre et entendre ce que veut dire l'astrologie ou l'astrologie karmique. Mais c'est pas dans ma pratique. Bon, alors, ensuite, Nat pose une question importante, c'est tenter de remonter aux origines de nos blessures émotionnelles, du personnel au transpersonnel, n'est-il pas une quête sans fin? Euh, Sauf si on croit à l'hypothèse du Big Bang, la fin serait semencement-ci. Dans ce cas, on peut se demander si le rôle de chaque humain ne serait pas de guérir l'ensemble de l'humanité. Hein, beau Oui. programme. Chacun faisant sa part. N'est-ce pas une quête égotique, au final, la quête de l'humain rétabli, guéri, accompli? Tout à l'heure, Eric, vous parliez de processus à propos d'abord du titre de notre ouvrage et aussi de psychologie intégrative. Donc, l'être humain, il est en chemin. Donc, tout le monde ne fait pas de thérapie, heureusement. Tout le monde n'a pas besoin de thérapie, ou certaines personnes vont à un certain moment avoir besoin de thérapie. Tout dépend de la blessure et du lien qu'on a à sa blessure, de la possibilité de l'intégrer, de la gérer ou pas. C'est-à-dire, hein, comme je le dis souvent à mes patients, c'est pas parce que vous venez me voir pour tel problème que vous n'avez pas plein de dispositions qui fonctionnent dans votre vie et que vous n'avez pas plein de secteurs qui fonctionnent très bien dans votre vie. Vous dysfonctionnez peut-être dans un secteur, mais vous fonctionnez tellement bien dans plein d'autres secteurs. Donc, évidemment, si on part de l'idée que tout le monde, l'humanité entière, doit traverser les mêmes thérapies, les mêmes psychanalyses, les mêmes respirations anthropiques, effectivement, ce serait un projet fou, d'abord, complètement fou, parce que ce serait imposer à l'humanité quelque chose qui va à l'encontre du cheminement, du processus dans lequel je m'engage en toute conscience, si je suis patient. Donc, c'est pas sans fin, puisque les personnes, lorsqu'elles ont obtenu ce qu'elles ont obtenu, c'est-à-dire quand elles ont libéré ce qu'elles ont libéré, eh bien, elles continuent leur chemin. Elles n'ont pas besoin de continuer toute la vie. Elles peuvent se poser des questions toute la vie, mais elles n'ont pas toute leur vie tenter de remonter jusqu'au Big Bang, sans cesser dans leur approche ou dans leur questionnement, de savoir comment s'est déroulé le début de l'univers, le premier temps de l'univers. Donc non, je ne poserai pas du tout la question de cette façon-là. Je poserai par rapport à chacun. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux entamer? Dans quel cheminement je veux m'engager? Est-ce que je suis prêt à m'engager? Pour quelles raisons je suis prêt à m'engager? Est-ce que je suis prêt à me confronter à ce qui peut venir de moi-même? Est-ce que je suis prêt à ça nous ramène à la question, est-ce qu'on peut guérir de tout? Non, on pourrait dans l'absolu guérir de tout, mais ça demande un certain nombre de dispositions qui ne sont pas toujours réunies. Je voudrais faire une petite parenthèse. Là, effectivement, comme on parle du collectif, tout à l'heure, on parlait des approches transpersonnelles ou des expériences non ordinaires suite à des séances transpersonnelles, d'une meilleure perception
parfois d'un meilleur contact avec la nature, pour moi, il va de soi que quand on engage ce travail, donc dans la voie transpersonnelle, euh, donc bien au-delà du biographique, et qu'on arrive dans ces zones-là, eh bien, il y a aussi une meilleure perception des autres, une meilleure approche, une meilleure empathie. Je pense que le rapport aux autres se trouve, lui, modifié en bien. Enfin, il me semble. Vous avez tout à fait raison. Non, parce que le rapport à soi est modifié avec tout le travail qui a été fait, ce qui a été mis au jour, etc. Et la vision du monde va changer et la relation aux autres va changer. Donc la prise en compte aussi de l'être de l'autre. C'est-à-dire, non seulement il y a la prise en compte de mon être à moi que je découvre différemment, mais du coup ça me fait découvrir l'être de l'autre tel qu'il est. C'est-à-dire pas ce que je projette sur lui. C'est-à-dire je vais projeter de moins en moins du matériel qui est à moi sur l'autre. Donc vous avez raison, il y a une meilleure perception de l'autre, il y a une meilleure perception des autres, une meilleure perception du groupe. Ce qu'on voit de façon plus spontanée dans certaines conséquences de NDE, de mort clinique, où les gens reviennent, effectivement, peuvent changer brusquement, bien ça peut aussi être accompli dans un travail sur soi et qui permet au sujet de changer cette vision du monde, qui était peut-être bornée, qui était peut-être fermée sur une blessure, qui était peut-être complètement inadaptée et inadéquate, et qui va se transformer et ouvrir, un peu comme si on ouvrait ses yeux différemment. D'ailleurs, les gens disent, j'ai traversé Paris, j'ai eu l'impression que les couleurs étaient lavées, que le ciel était lavé, comme si on avait lavé les immeubles. On n'a pas lavé les immeubles, c'est simplement ma vision du monde qui a changé, la suite de cette expérience. Oui, et comme on est dans la société, il y a Franck qui demande: notre société actuelle et son instantanéité ne favorisent-elles pas les névroses et les psychoses, à moins d'être bien armé? Il y a quelques pages dans notre ouvrage effectivement qui parlent de ça. Je parlais tout à l'heure des pathologies des limites. C'est vrai que nos sociétés qui ont perdu tout rite initiatique, qui ont perdu les contes autour de la veillée, qui ont perdu ces relations à la famille, pour faire de la sociologie, mais ces familles éclatées, ces pertes de repères chez les adolescents. Quand on reçoit des adolescents en consultation, on se rend compte à quel point ils n'ont plus de repères. Je disais tout à l'heure, ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas aussi de capacité de penser. Donc c'est un peu dans l'immédiateté de la chose. Et donc Franck a raison, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose où l'immédiateté, la consommation immédiate, l'impossibilité de différer une satisfaction. Alors, ce qui nous aide à penser, à nous structurer, c'est d'apprendre la frustration, d'apprendre à différer la satisfaction, de penser les choses, de les retenir. Or, aujourd'hui, c'est une autre façon de dire ce que dit Franck, l'intime est devenu extime. C'est-à-dire, ce qui devrait être en moi, qui devrait travailler en moi, est porté sur le terrain, évidemment des médias, mais pas seulement des médias. Donc, on assiste un peu à des pathologies nouvelles, qu'on appelait les pathologies des limites, les limites du sujet qui ne sait plus où elles sont, mais aussi les limites complètement bousculées grâce à Internet, quelque chose qui arrête, parce que c'est quand même assez vertigineux de penser qu'on peut parler à n'importe quelle heure avec quelqu'un qui habite de l'autre côté de la planète, comme si on y était. Donc il y a quelque chose d'une modification des relations à soi et au monde. Et il y a aussi, l'effet aussi pervers de ça, c'est que Internet est aussi un marché. Donc avant, les gens, quand ils s'engageaient dans un travail de thérapie, quel qu'il soit, s'engageaient avec quelqu'un. Aujourd'hui, les gens peuvent s'engager avec une foule de personnes, sans que, dans une optique de zapping. Donc, ces pathologies nouvelles, je ne sais pas s'il y a plus de psychose ou plus de névrose, il y a des nouvelles pathologies, des nouvelles formes de la pathologie pour lesquelles il faut s'adapter et pour lesquelles il faut créer aussi une approche différente. Il faut repenser les cadres, il faut repenser les choses, il faut repenser les approches, surtout avec les adolescents. Oui, et Audrey demande justement, on parle de la société de plus en plus rapide, etc. Et on a parlé ces dernières années beaucoup d'ayahuasca. Donc Audrey demande: quel rapport entretenez-vous avec les plantes maîtresses en Amazonie et interdites en France?
Alors quel rapport entendez-vous? Je suppose que ça veut dire que pensez-vous de... Voilà. Alors ça oui, c'est une question très intéressante. C'est-à-dire, c'est un peu comme le chamanisme. Quand les personnes me posent ce type de questions, je dis tout dépend. Moi, j'aime bien que les choses soient contextualisées. C'est-à-dire l'ayahuasca en France, surtout lorsque c'était fait lors d'un week-end, ça me semble aberrant. Hein, l'ayahuasca doit être, si quelqu'un s'engage dans ce cheminement d'ayahuasca, doit être pris dans un contexte spécifique, là où ça se fait, là où il y a une tradition d'ayahuasca depuis longtemps, là où il y a des chamans qui ont l'expérience de l'ayahuasca depuis longtemps, et pas dans ce que j'ai appelé parfois les stagites aigus, hein, c'est-à-dire une espèce de participation à ça. Donc, j'entretiens ce rapport-là, c'est comme le chamanisme. Hein, certaines personnes disent, mais ce que vous faites, c'est du chamanisme. Je dis, bah oui, sauf qu'ici, je l'appellerai pas chamanisme. Ça peut ressembler à du chamanisme, mais ça, non, je suis thérapeute, je suis psychanalyste et je fais un travail qui utilise les états de conscience. Donc voilà le rapport que j'entretiens. Donc il y a des choses qui sont spécifiques à un environnement et c'est très important d'ailleurs de les faire dans cet environnement. D'accord. Lisa demande, vous avez parlé de l'importance du mental en tant que fonction cognitive. On revient à la discussion de tout à l'heure. Mais n'y a-t-il pas une différence à faire entre le fait d'intellectualiser quelque chose ou de le conscientiser? Est-ce que le niveau de compréhension est différent? Oui. Moi, je dirais, est-ce qu'on peut parler de niveau de compréhension vraiment? Voilà, je ne sais pas si c'est un niveau de compréhension, mais il faut faire la part. Je ne sais pas si c'est ce qui tisse cette question. Mais l'intellectualisation, c'est pas quand je dis la reprise par les processus intellectuels, c'est pas de l'intellectualisation. Hein. On compte Coluche qui dit avant je pissais au lit, je savais pas pourquoi. Maintenant je pisse toujours au lit, mais je sais pourquoi. Parce qu'en fait il y a quelque chose où il a repris dans un processus, bon bien sûr sous forme de blague, mais qui veut dire quelque chose quand même, dans un processus d'intellectualisation qui l'éloigne davantage. Donc, si j'intellectualise dans le sens de mentalisation extrême, je m'éloigne au contraire je rentre dans une espèce d'intellectualisation des choses qui m'éloignent de mes tripes, qui m'éloignent de mes émotions. Donc, quand je parle de fonction mentale, c'est pas le cognitif au sens, c'est les fonctions cognitives et les fonctions de reprise de sens qui me permettent de donner un sens, de comprendre ce qui m'est arrivé, pourquoi ça m'est arrivé, et comment je peux le dépasser. Donc, c'est dans ce sens-là que je parlais de mental. Alors, effectivement, il faut aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, mais oui, je crois que je l'ai dit, il faut aussi articuler toujours les deux niveaux. C'est-à-dire, si je suis que dans l'intellectualisation, dans l'intelligibilité plutôt, ça ne va pas. Si je suis que dans la sensation, le revécu de sensations ou des émotions, ça ne va pas non plus. Donc, il faut toujours intégrer et articuler ces deux niveaux. Je reviens à la métaphore de la barque dont je parlais tout à l'heure. Très bien. Il y a Paul qui demande, alors il y a Patricia qui demande à quelle école de psychologie vous vous sentez le plus en résonance, Freud, Lacan, Dolto, Jung, animiste, etc. Et Paul demande en quoi le travail de Grof a modifié votre travail professionnel. Voilà. Donc je me sens proche de plein d'auteurs. Je parlais tout à l'heure de l'affiliation. Il y a énormément d'auteurs et de psychanalystes, Dolto, Freud, Jung, tous ces auteurs-là dont je suis proche et que le travail m'est familier. Au niveau qu'est-ce que l'approche de Grof a changé? Elle a radicalement changé notre regard sur la souffrance humaine. Elle a radicalement changé dans la mesure où elle nous a donné accès, d'abord pour nous-mêmes, à ces niveaux de l'être, aussi bien au niveau archaïque qu'au niveau spirituel dont on a un peu parlé aujourd'hui, c'est-à-dire à tous les niveaux de l'être. C'est-à-dire que certaines approches s'occupent ou tiennent en compte un niveau de l'être, deux niveaux de l'être. L'approche grofienne a la particularité, en ouvrant cet état de conscience, de permettre à tous les niveaux de l'être d'être sollicités, y compris l'inconscient biographique, que l'inconscient jungien, que l'inconscient transpersonnel et spirituel.
nécessité, cette capacité que nous avons et cette aspiration à quelque chose d'élevé, dont je renvoie aux travaux de Maslow par exemple, le travail de Grof a changé ça en sens où il a permis de réaliser que c'était possible sans aller dans des écoles de pensée, alors on parlait tout à l'heure des écoles de pensée indiennes, ou sans forcément déménager dans un pays ou d'autres approches, il était possible grâce à cette approche que le sujet voyage au niveau de son être dont il a besoin de travailler, qu'il a besoin de voir s'épanouir. Donc voilà, ça a changé ça a changé aussi le fait qu'il était important par rapport à la psychanalyse qui nous avait appris que effectivement les choses commençaient après la naissance, pratiquement, même si les choses changent maintenant. Elle nous a appris aussi que l'existence avait commencé bien avant, au niveau de la conception, et même avant, que donc tout ce que les parents vivaient, etc., était impacté le vécu du fœtus. Voilà ce que ça a changé. Ça a changé qu'on a ouvert, et j'ai ouvert ma façon de considérer les choses, et ça m'a donné aussi beaucoup plus d'informations sur à la fois mon travail, sur moi et sur les gens que j'accompagne. Johar, donc je rappelle, avant une dernière question, votre livre « Les processus de guérison » qui vient de paraître chez Dangle. Là, donc, vous parliez de Grof. J'ai envie de vous demander, enfin de vous dire, parce que je sais que lorsqu'on fait la formation pour faire la respiration holotropique et être ensuite praticien, les formateurs, évidemment, pratiquent eux-mêmes les respirations holotropiques. Respirent eux-mêmes. Voilà, respirent eux-mêmes, bien sûr. Est-ce que, par exemple, vous auriez une expérience personnelle que vous auriez pu avoir au cours d'une séance de respiration holotropique que vous pourriez raconter pour donner une idée un peu plus précise sur le type de matériaux qu'on peut retirer ou avec lequel on peut entrer en contact au cours de ces séances? Alors, j'ai pas d'expérience personnelle qui me vient comme ça, hein, c'est pas que j'en avais pas, mais j'ai beaucoup respiré. Mais il y a une expérience, une autre expérience qui me vient, parce que c'est très court et que je peux la raconter. C'est l'expérience d'une femme qui est venue me consulter parce qu'elle n'arrivait pas à... elle était anorexique presque au dernier degré, mais elle n'arrivait pas à s'empêcher malgré tout de faire le Shabbat. Elle était, alors, comme si elle était juive, alors qu'en fait sa mère n'était pas juive, elle était censée ne pas être juive. Donc elle était absolument anorexique au dernier degré. Elle se demandait comment elle est arrivée au cabinet en demandant, son père demandait de l'hypnose. Hein, et donc elle s'enfermait tout le temps dans les états, dans cette espèce de nécessité absolue à la fois de ne pas manger et de faire les rites de la religion hébraïque. Tous les samedis, tous les vendredis, etc. Alors que ses parents ne faisaient plus. Donc, voyant l'état des choses, je me disais que j'avais vraiment besoin à la fois de la respiration holotropique et du groupe, et ce qu'elle a parfaitement accepté. La seule chose que je savais, qu'elle m'avait dit à l'époque, c'est que quand les camps avaient été ouverts, elle a été une des premières à s'inscrire pour aller visiter le camp. Les camps je sais plus, d'Auschwitz, de Dachau, etc. Donc elle avait été vraiment attirée par quelque chose. Alors, donc, quand je l'ai vue, elle avait 19-20 ans. Elle vient donc en holotropie, elle entre dans l'expérience, et à la fin de l'expérience, elle raconte le récit suivant. Elle se voit, donc elle sort de son corps, ce sont ses termes, elle a voyagé, elle sort de son corps, elle était extrêmement... Et puis elle arrive à un endroit où elle assiste à une espèce d'holocauste de 80 personnes, elle compte 80 personnes. Elle sait qu'elle a un lien avec ces 80 personnes, elle ne sait pas lequel. Et ça lui semble bizarre au retour parce qu'elle n'a pas de famille, elle est migrée d'un pays de l'Est, elle est arrivée là. Elle n'a pas de famille particulière, 80 personnes, mais elle sait que c'est arrivé. Donc elle est identifiée à ces gens-là, comme si elle allait mourir avec eux, puis elle se désidentifie en disant non, c'est pas moi, c'est eux. Et elle revient, elle raconte ça. Elle raconte cette histoire avec ces 80 personnes, hommes, femmes, vieillards, enfants, jeunes, moins jeunes, etc. Donc elle dit, mais je voudrais bien, on me demande si elle veut bien le raconter à son père, parce que c'est un matériel qu'il était difficile d'intégrer nous-mêmes.
J'avais pas de quoi l'interpréter, sinon qu'elle avait vécu quelque chose de fondamental, mais sans plus. Donc quand elle raconte au père, le père lui dit, mais je crois que tu viens de m'apporter une réponse à quelque chose que je ne... une question que je me posais depuis toujours, à laquelle je pensais ne jamais avoir de réponse, mais il faut qu'on aille voir si c'est vrai. Donc le père est né après la guerre, le père de cette patiente est né après la guerre. Il avait un père qui était mort depuis longtemps, et le père lui a toujours dit, oh ben non, la famille, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, la famille. Et en fait, ils ont découvert après recherche, qu'effectivement dans la nuit où on a fermé les frontières avec la Pologne, juste avant, le grand-père, donc le père du père de mon patient, a fait passer toute sa famille, 80 personnes, en Pologne, pensant les sauver, en disant je vous rejoindrai dans les jours qui viennent, quand j'aurai terminé ce que j'ai à faire. Donc de peau, on ferme les frontières, et ces 80 personnes ont été brûlées dans une grange. Exactement comme la jeune fille les a décrits. Eh bien, évidemment, ça va être difficile de faire des liens. On a fait des liens, quelques liens. Mais à partir de ce moment-là, elle est sortie de son anorexie, et elle est sortie de cette espèce de compulsion du Shabbat qu'elle faisait. C'était plus du tout son truc. Elle a repris sa route pour faire ses études et terminer ses études. Donc voilà le type d'expérience qu'on peut. Et ça, personne. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, une fois qu'on donne le cadre et qu'on permet et qu'on donne un cadre sécure et qu'on permet qu'à l'intérieur de cela, l'inconscient du sujet puisse se manifester, eh bien il va mettre à jour et mettre au jour ce qui pose problème, ce qui doit être mis au jour et qui doit libérer la personne. Et ni le conscient de la personne, ni notre conscient ne le sait. Mais quelque chose en elle le savait. Voilà par exemple le type de matériel qui peut être mis au jour et déployé, parce qu'on a oublié de parler d'un terme important, c'est le déploiement, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout de quelque chose, et de libérer la personne. C'est comme si elle avait terminé, hein, comme si elle disait depuis longtemps, mais dites-moi donc d'où je viens, qu'est-ce qui se passe, d'où je viens. Et que là, elle avait la réponse. Et puis voilà, elle n'en a plus besoin. Hein. Ça répond aussi à la question du monsieur qui disait est-ce qu'on s'interroge tout le temps jusqu'au Big Bang. Non, cette jeune fille a repris sa route et vit sa vie comme elle entend. Voilà le type de matériel. Voilà, eh bien, merci sincèrement, Johar Si Ahmed. Merci Eric. Entretien. Merci à tous pour vos questions très intéressantes sur un sujet passionnant sur lequel on pourrait y passer toute la nuit. Et point par point, merci à l'équipe de Backlist TV, à l'équipe technique, pour ce direct de ce soir. Et vous avez un mot final pour dire les psychothérapies, c'est l'avenir ou non. Quelle est la thérapie de l'avenir? Je ne sais pas s'il y a une thérapie de l'avenir. Il y a la thérapie avec laquelle le sujet et son thérapeute sont en lien de sens. Hein, c'est ce que je dirais. À mon avis, il n'y a pas une thérapie. C'est pas vrai. C'est quelque chose qui va permettre à la personne de se réaliser. Voilà. Merci Johar. Merci Eric. J'espère à bientôt. À bientôt.